Tout le monde pensait que Netanyahou me dictait pratiquement, j'avais une oreillette à l'oreille et j'avais Netanyahou, ce qui est n'importe quoi. La critique que je ferais aux médias en Israël, c'est qu'ils ne reflètent pas du tout l'opinion publique, c'est assez choquant. Rosmi Smith, shalom. Shalom, shalom. Et merci de nous recevoir à la Knesset. Vous êtes député déjà depuis 2 mois. Nouvelle mission après avoir été diplomate et journaliste. Vous êtes rentré donc dans le monde de la politique israélienne en vous faisant élire sur la liste du Likoud. On va bien entendu parler de la politique, d'Alia, de Klita bien entendu, la communauté juive de France, que vous connaissez bien. Mais je voudrais commencer par le fait que cette interview va se dérouler en français et que, contrairement à ce que certains pensent, vous n'êtes pas de France, vous n'êtes pas né en France. Non, pas du tout. Et vous n'avez pas fait votre Alia, donc vous n'êtes pas un Olé Hadash ou un Lévatique. Alors, d'où vous vient ce si bon français? D'abord, j'étais correspondant de Yediot Ahronot à Paris pendant 16 ans, quand même 16 ans de vie à Paris. Ensuite, j'étais ambassadeur d'Israël en Mauritanie qui était quand même sous protectorat français. Petit, j'étais au collège des frères à Jaffa. Ensuite, ma thèse était à Paris 1 Sorbonne. Mon épouse est corse. En Corse, à ce que je sache, on parle français. Et ma mère était prof de français, mon père était directeur à Air France, donc vous prenez tout ça. Donc vous avez toutes les raisons de parler français. Et à la Coupe du Monde, j'étais un des déçus quand la France a perdu contre l'Argentine. Tout ça fait en sorte que le français est pas mauvais. Et j'adore les barquettes au marron et les rochers Suchard. Ah, mais alors c'est parfait. Alors vous avez parlé de vos études à l'école de Yafo, hein, ouais, Jaffa, exactement. Où vous faites donc des brillantes études, il faut le dire, puisqu'à l'âge de 15 ans, vous passez votre bac. 15 ans et demi. 19 ans, vous avez déjà une licence en sciences politiques. Et donc, comme vous l'avez dit, en 1990, vous commencez votre carrière journalistique, d'abord en tant que journaliste sportif, et ensuite envoyé du Maariv, puis du Yediot Ahronot à Paris, où vous passez donc 16 ans. C'est vous qui avez choisi le journalisme ou c'est le journaliste qui vous a choisi? Très bonne question. Très bonne question. Parfois le hasard fait les choses, décide pour nous. J'ai toujours rêvé de ce métier me faisait rêver. Pas pour rien, vous prenez un auteur énorme comme Albert Camus, une de ses grandes fiertés était le fait qu'il était quand même journaliste à une certaine époque de sa vie. C'est quand même un métier qui est ô combien, comment dire, c'est une espèce de liberté, pas seulement d'expression, de pensée surtout. Vous pouvez comme ça, vous vous réveillez le matin, surtout le journaliste que moi j'ai fait. Vous pouviez le matin, je sais pas, aller faire une petite visite à Versailles et le soir vous vous retrouvez en Irak dans le trou où on a trouvé Saddam Hussein à Al-Daura. C'était ça ma vie. Ou rentrer couvrir à Bercy la finale de la Coupe d'Europe Panathinaikos Barcelone en 96 et le lendemain me retrouver comme ça à l'ambassade du Liban à Paris avec mon passeport afin d'obtenir un visa d'une façon, je ne vais pas vous dire comment, et de me retrouver à Beyrouth alors qu'Israël, il y avait une opération israélienne à l'époque. Donc c'est quand même un métier qui vous permet tout ce que vous voulez. Moi mon rêve, je dirais ce qui m'a beaucoup tenté d'exercer ce métier, on est en 79, je suis à Tel Aviv, je regarde la une du journal, c'était Khomeini qui rentre à Téhéran après la révolution iranienne, il est à Neuf-le-Château, 747 d'Air France qui le ramène à Téhéran. Et je regarde ces images et je dis à ma mère, qu'est-ce que j'aimerais exercer ce métier. Qui aurait cru que quelques années après, donc en 93, je serais le premier journaliste israélien à rentrer l'Iran après. Grâce à votre passeport français. Grâce à mon passeport français, toujours été né à Rehovot, donc il y avait un risque armé en Israël, etc., etc. Mais ce qui a fait en sorte de rentrer dans ce métier, parfois le hasard, j'étais jeune, ma mère enseignait à Bar-Ilan, je venais d'avoir mon permis de conduire, 17 ans, je vais la chercher, un de ses étudiants attendait avec elle, c'était le soir, et c'était un rédacteur du Maariv, et il me dit, qu'est-ce que vous pensez de ce journal? Je lui ai dit que je lis Yediot Ahronot, et qu'est-ce qu'il faut faire en sorte que... Alors j'ai répondu que si j'écrivais un jour dans son journal, et je me retrouve samedi, couvrir un match de foot, et voilà, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est incroyable. Hein. Alors vous avez été donc journaliste, et puis vous avez été aussi élu, comme on l'a dit, il y a 2 mois sur la liste du Likoud. Mais il faut dire que c'est pas la première fonction publique que vous avez exercée, puisqu'en 2004, vous avez été nommé ambassadeur d'Israël en Mauritanie, un Israélien en Mauritanie. Alors quels sont vos souvenirs de ce passage dans ce pays ? Beaucoup de souvenirs. D'abord, j'ai eu beaucoup de chance. Et pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes ambassadeur d'Israël, vous êtes un drapeau d'Israël ambulant. Surtout dans un pays arabe, dans un pays musulman, dans un pays qui est mal connu, peu connu. Pas seulement pour les Israéliens, je crois dans le monde entier. C'est une époque où il y avait beaucoup de révolutions aussi lorsque vous étiez. Bien sûr, des coups d'État si vous voulez. Et plus encore, c'était une époque aussi assez difficile pour Israël dans le sens où c'était après la deuxième intifada. Jordanie, Égypte rappellent leur ambassadeur. Oman, Maroc, Tunis ferment leur représentation. Qatar aussi.
aussi faire la représentation israélienne qu'ils avaient. Donc si vous voulez, je me retrouve un petit peu dans les avant-postes, je me retrouve un peu le seul comme ça, à avoir une relation entière, et il fallait que quelqu'un soit là-bas, reste là-bas, préserve la relation. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsque je vais à Nouakchott, en Mauritanie, Nouakchott, la capitale, avant cela, j'étais correspondant du Yediot Ahronot à Paris. Alors, un peu, ma vie, j'habitais avenue de New York, place de l'Alma, Lady Di, malheureusement, est morte au-dessous de chez moi. Le monde était mon bureau, si vous voulez, révolution, je sais pas, coup d'État en Afrique, guerre en Afghanistan. Donc j'étais comme ça, je faisais le va-et-vient dans le monde entier. Je rencontrais, que ce soit des Kadhafi à Tunis et Khatami lorsqu'il vient à Paris, Assad. Vraiment des trucs assez incroyables. Et là, Israël me demande, l'État d'Israël, mon État, me demande de représenter dans un pays de la Ligue arabe, tout en étant de droite. Vous savez, la gauche n'a pas le monopole sur la paix. Tout le monde, et de la même façon que la droite n'a pas le monopole sur la sécurité du pays, on veut tous le bien-être de ce pays. Et dès le moment où on m'a donné cette opportunité, cette occasion, j'ai bien sûr tout de suite dit oui. Surtout que je connaissais la Mauritanie, puisque lorsqu'on avait élevé la relation, j'étais le premier journaliste israélien à aller là-bas. Donc je savais très bien où j'allais, où je m'aventurais. Mais comme vous avez dit, c'est pas la première fois, mais il y a une énorme différence entre les deux. Lorsque j'étais ambassadeur d'Israël ou rédacteur en chef, de très beaux postes que je suis très fier de les avoir été, dans les deux cas, j'étais nommé. Là, cette fois-ci, c'est plus grand. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, j'ai été élu. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Vous avez été donc rédacteur en chef. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir rempli entièrement votre fonction de journaliste lorsque vous avez été rédacteur en chef? Est-ce que vous n'avez pas été quelque part un peu le porte-parole du gouvernement et surtout du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, à l'époque? Il y a 10 commandements dans la Torah, il y a 10 commandements. Et lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements, je ne pense pas qu'en descendant, il y avait un 11e commandement qui est tombé, qui était perdu au chemin. Ce que je veux dire, c'est qu'il est écrit nulle part que tous les médias israéliens doivent être anti-droite ou anti-Netanyahou. Écrit nulle part. Tout petit, les gens me connaissent en Israël, je votais, c'est-à-dire tout jeune, j'étais déjà un partisan de Menachem Begin et du Likoud. J'ai voté toute ma vie pour le même parti, je ne l'ai jamais caché en plus, jamais caché. Et c'est pour ça que lorsque j'étais rédacteur en chef, j'étais un rédacteur en chef d'un journal de droite. Que je sache, le chef de file de la droite israélienne à l'époque était qui? Était Benjamin Netanyahu. Ça aurait été Begin à l'époque, et on m'aurait accusé d'être un pro-Begin. J'étais pro-Netanyahu. Par ailleurs, le temps a prouvé que je n'avais pas si tort que ça, pour la bonne raison que qui détient le record de Premier ministre en Israël? Qui a battu le record de Ben-Gurion? Qui a été élu maintenant? Qui a formé sa 6e gouvernement? C'est-à-dire que finalement, ce que je pense, ce que j'ai fait en tant que journaliste, en tant qu'éditeur en chef, concorde avec l'opinion de beaucoup d'Israéliens. Oui, mais est-ce que vous avez été totalement libre de vos opinions pendant cette période? 100%. 100%. Toutes ces légendes, tous ces trucs légendaires, bien sûr. Dès le moment où vous soutenez, c'est de la même façon quand j'étais dans le plateau de télévision de la chaîne 12, tous les vendredis, comme ça, il y avait ce panel qui était quand même un panel un peu chaud, un peu excité, si vous voulez. Alors, il y avait toujours 5, 6, 7, je ne sais plus déjà, contre une personne de la droite. Et ce qui était curieux, c'est que vous sortez dans la rue, les proportions sont exactement le contraire. Et pareil, tout le monde pensait que Netanyahou me dictait pratiquement, j'avais une oreillette à l'oreille et j'avais Netanyahou, ce qui est n'importe quoi. La critique que je ferais aux médias en Israël, c'est qu'ils ne reflètent pas du tout l'opinion publique, c'est assez choquant. Heureusement plus que les choses s'arrangent aujourd'hui. Lorsque j'étais jeune, il n'y avait même pas un journal de droite, il y avait en 83-84, pendant 10 mois entre ces 2 années, 8 mois, même pas 10 mois, il y avait un journal qui s'appelait, ou un magazine, un peu le format du Time, qui s'appelait Yoman HaShavua, si vous voulez un petit peu l'information de la semaine. Et de droite, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, vous avez la chaîne 14, vous avez Israël, vous avez Makor-Rishon, vous avez Galei Israël, vous avez quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus diversifié. Et même dans les chaînes de télévision, même 12, 13, 11, vous avez des journalistes de droite, heureusement. Mais moi je suis très très fier si moi j'ai participé à cette révolution. Lorsque je suis rentré de Mauritanie, il y avait, avant ça, j'avais travaillé à Maariv, à Yediot Ahronot, je ne savais même pas qu'Israël existait. Ils m'ont contacté, j'étais quand même journaliste de droite, je suis quelqu'un qui a complètement toujours voté à droite. Et prenons des cas, par exemple, la loi de l'État-nation, souveraineté sur notre pays, ça veut dire toutes ces choses-là, être contre l'idée même d'un État palestinien, sont des choses que j'ai toujours pensé, cru. Je sais pas, économie du marché, assez libérale dans les droits humains. Ça, c'est un petit peu moi, ça reflète un petit peu. Et heureusement que j'étais à la tête d'un journal qui était différent des autres. Moi, au contraire, je suis très fier de ça. Le jour où je me réveillais, je regardais comme ça, et je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance entre mon journal
et les concurrents, j'avais presque envie de remettre mon salaire. Et une brillante carrière journalistique, et puis un peu plus de 2 mois, vous avez décidé de vous diriger vers une carrière politique. Comment on fait le changement ? D'abord, la politique n'était pas étrangère, bien que lorsque vous êtes, et je l'ai dit à mes amis commentateurs de la politique, tant que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous connaissez rien du tout, c'est très très différent. C'est un autre monde, c'est un monde, je ne vais pas dire un monde à part, mais c'est différent. Et c'est un métier, de la même façon que certains pensent que le journalisme n'est pas un métier, tout le monde peut le faire, non. C'est pas vrai. La politique aussi, c'est un métier. Et je vais pas dire que je suis dans l'apprentissage, mais j'apprends. Et dans le mouvement, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est-à-dire, après 1 minute, ça y est, on vous ajoutez dans l'eau profonde et il faut nager. Toute ma vie, j'avais 3 carrières que je voulais. Je voulais être très, très franc avec vous, très transparent. Je voulais être soit journaliste, soit dans la diplomatie. J'étais plus jeune dans une école avec des diplomates, soit être prof à l'université. Voilà les 3 métiers que je voulais. Et là, après avoir fini mon poste de rédacteur en chef, j'ai réfléchi et je me suis dit aussi avec mon épouse, allez, maintenant peut-être c'est la 3e carrière. C'est vraiment l'université. Et maintenant, je vous dis même un petit scoop, il y avait même 2 collèges, universités israéliennes avec lesquels j'étais censé commencer mes études. Et voilà, c'était un petit peu ça. Et puis Netanyahou, Premier ministre aujourd'hui, était chef de l'opposition à l'époque, m'appelle et me propose de courir aux élections. Au début, j'avais dit non, parce que quand même, je me suis dit, le risque, il y a quelques mois, 1 mois ou 2, c'était avant 2 mois. Puis après une 2e fois, une 3e fois, et puis 2 semaines et 2 jours avant, cette fois-ci, je ne sais pas, j'ai craqué à la fin, parce que c'est quand même flatteur qu'une personnalité comme Netanyahou, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, je ne l'ai jamais caché, j'avais dit oui, sauf qu'il y avait les primaires. Vous savez, au Likoud, c'est pas comme passer par les primaires. C'est pas comme les partis démocrates, les partis aujourd'hui, les têtes bon pensantes, les grands moralisateurs qui nous font des leçons de morale et de démocratie, sauf que là-bas, il n'y a pas de primaire. Chez nous, il y a les primaires. Et ce que je suis très très fier, c'est qu'en 2 semaines et 2 jours, j'ai réussi à avoir ma place. C'est du jamais vu, je suis le seul à le faire. Et je suis très très reconnaissant à l'égard de ceux qui ont cru en moi et voté pour moi, bien que c'est quand même une énorme responsabilité. Vous ne pouvez pas les décevoir. Je voudrais quand même vous demander s'il y a des alliances avec Avi Maoz qui est ouvertement contre la communauté LGBT, Oryx Struck qui veut modifier les lois anti-discrimination du pays. Est-ce que toutes ces alliances ne vous dérangent pas en tant que membre du Likoud ? D'abord, oui, je vous rappelle, je suis Likoud. Je rappelle qu'on est en Israël. En Israël, il y a quand même des coalitions, qu'on le veuille ou pas. Même lorsque Golda Meir, à l'époque, je crois que c'est Golda Meir, avait 56 députés, aussi il a besoin d'une coalition. Même le plus grand nombre de députés qu'un parti a réussi à obtenir. Tout ça pour vous dire que on ne peut pas d'un côté nous boycotter comme le fait certains partis de gauche ou de centre et après se plaindre pourquoi on est avec tel ou tel partenaire. On nous boycotte et après dire regardez avec qui ils forment une coalition. Ça c'est un. Deuxièmement, je fais partie du Likoud, on est un parti libéral. Exemple, vous avez parlé d'abord de premier cas Noam, le parti du Noam, Avi Maoz. Ce qui concerne la communauté en Israël. Un instant, nous au Likoud, nous sommes 32 députés, je ne pense pas qu'un a quelque chose contre. En plus encore, je crois que les images, la plus grande image du jour de la présentation du nouveau gouvernement et la présentation de notre nouveau speaker, président du perchoir, qui est quand même de la communauté homosexuelle, n'est-ce pas ? Et nous sommes très fiers de ça. Et Netanyahou, lorsqu'il fait son discours, parle aussi ou présente aussi son conjoint. Mais d'un autre côté, il fait quand même une alliance avec Avi Maoz. On fait une alliance avec Avi Maoz pour des raisons bien sûr politiques. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à ses opinions. Maintenant, toutes les personnes qui connaissent Netanyahou savent très bien que lorsque lui tient le volant, c'est lui qui tient le volant et personne d'autre. Après, vous avez parlé de Madame Struck. Oui, je m'échappe. Madame Struck, quand même, quand on parle de certaines lois qui vont faire en sorte qu'on va distinguer entre des communautés dans ce pays, jamais de la vie. Voilà, on s'oppose, c'est-à-dire, moi, c'est pas seulement moi, mes amis aussi du Likoud. Donc, en attendant un petit peu, d'abord, quand j'ai appris la langue française, j'avais appris le roman de Renard. Et dans le roman de Renard, il y a loin entre dire et faire. Ben-Gvir, ça c'est très intéressant. Mont du Temple. Est-ce que le Mont du Temple, vous allez d'accord avec moi, le Mont du Temple est quand même le lieu le plus saint pour le peuple juif. Imaginez maintenant, je vous dis que la mosquée d'Al-Aqsa est fermée aux musulmans. Vous allez être choqués. Tous les membres de droits de l'homme, y compris les laïcs, vont courir les rues. Si je vous dis demain que le Sacré-Cœur, les chrétiens ou certains chrétiens ne peuvent pas aller prier pour des raisons, je ne sais pas lesquelles. Impossible, c'est quand même des lieux saints, ouverts à tout le monde. Lourdes, demain, on ne peut pas, pour certains, la France demain a un problème avec un pays quelconque, on ferme Lourdes à ses mêmes citoyens. Jamais de la vie. C'est pour ça que, lorsqu'on parle de religion, il faut respecter toutes les religions, les lieux saints pour les croyants et même les non-croyants. Et c'est pour ça que les juifs ne sont pas différents. Et c'est pour ça que je dis que cette idée même que le mont du Temple
et que le monde arabe, ou même le monde, nos amis en Occident, soient choqués par le fait qu'un juif aille au mont du temple, un instant, vous ne voyez pas que l'idée est tordue en elle-même? L'idée est tordue. Donc je dis qu'il est temps en 2023 qu'on change un petit peu de concept, qu'on change un petit peu de disquette, c'est tout. Alors on va parler d'Alia Iqlila parce que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement à Kalita. Alors vous avez vécu à Paris, comme on l'a dit, de longues années. Vous connaissez bien la communauté juive de France et aussi la communauté qui a fait son alia, les juifs qui sont montés en Israël. Quel regard vous posez sur cette communauté ? J'adore. D'abord, j'adore. Je pense que c'est une communauté. D'abord, c'est un peu ma famille, dans le sens où j'ai de la famille. Je connais la famille à Nice, la famille à Monaco, la famille à Paris. Donc, d'abord, c'est ma famille. C'est une communauté qui est ma famille. Ensuite, la synagogue samedi. Eh ben, je retrouve toutes ces personnes que je voyais dans certains restaurants à Paris. Et ben, maintenant, je les retrouve en Israël. Alors, c'est curieux parce que d'un côté, lorsque je vais maintenant à Paris, certains restaurants où j'allais maintenant, eh ben, ils sont fermés. Pourquoi ? Parce que où ça a changé un petit peu de propriétaire. Alors, d'un côté, je suis triste parce que c'était mes adresses lorsque j'habitais en France entre 88 et 2004. D'un autre côté, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en Israël. Et parce que pour moi, je pense que tous les Juifs... Vous les retrouvez en Israël, des fois. Je les retrouve en Israël. Si vous voulez, pour moi, c'est tous ces plaisirs que j'avais à Paris, alors maintenant j'habite plus Paris, j'habite en Israël, et bien tous ces plaisirs, on les a importés. Et je pense que si pour la société israélienne, surtout pour nous conservateurs, pour nous les personnes, les traditionnalistes, qui sont ceux qui sont un petit peu, que la Torah les fait, pas seulement, c'est pas une question de rêver, au contraire, c'est la Torah qui est un petit peu notre force, mais de l'autre côté, j'avoue que parfois on regarde un peu les on fait le kidouche avec la télévision allumée. Alors beaucoup de ces juifs français, on se retrouve comme ça. Ce sont des conservateurs comme moi, mais très libéraux un petit peu, très respectueux un petit peu. Ils sont chez eux et ça c'est génial. Alors, un peu plus de 2000 juifs de France ont fait leur alia, j'ai envie de dire seulement leur alia en 2022. Qu'est-ce que le député Boaz Bismuth veut faire ou peut faire pour que ce chiffre augmente en 2022 ? Alors voilà, ça c'est une des choses que je compte me mettre à fond. Il y a une chose qui est certaine, il y a une chose qui est sûre. Les francophones me sont chers pour la bonne raison que d'abord 50% de mon foyer est francophone. Je parle de mon épouse, donc ils sont chez moi. Donc je vois les amis de mon épouse et les francophones sont chez moi dans le salon et j'en vois. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller chez les communautés pour entendre un petit peu la détresse de certains. Pas tout le monde habitait la place de Trocadéro, pas tout le monde était à Neuilly, pas tout le monde avait ces magnifiques affaires et assez bien avec des loyers. Il y a aussi des juifs qui sont arrivés ici, qui sont un petit peu dans la difficulté, aussi pour exercer leur métier. On se souvient très bien des dentistes français qui ne pouvaient pas exercer ce métier. Les infirmières. Voilà, et les infirmières, voilà. Donc ça, c'est des choses, déjà au niveau du travail. Tout ce qui est facilité, je serai là. Pour faire passer, d'abord bien sûr pour écouter, ensuite pour transmettre, et troisièmement pour faire passer les lois. Moi, ce chiffre de 2000, si dans les années qui viennent, grâce à mon intervention, les chiffres vont devenir 3000, 4000, il n'y aura pas plus heureux que moi. Les Juifs français, leur place est en Israël. Et par ailleurs, j'ai aussi un message à ceux qui préfèrent de rester en France. C'est pas parce qu'ils restent en France qu'ils sont moins juifs ou qu'ils sont moins aimés. Alors justement, on va parler justement de cette loi du retour aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé, et plus particulièrement de cette modification qui va être faite sur la loi du retour, ou plus exactement sur la clause des petits-enfants. Ouais. Quelle est votre position sur ça ? Encore une fois, on fait beaucoup de bruit pour rien du. C'est-à-dire, il n'y a rien de choquant là. Écoutez, l'État juif, quand je dis l'État juif, a quand même été créé pour les Juifs. Je vais vous poser moi aussi une question. Bon, alors bien sûr, on me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant avec ce jeune juif qui n'est pas encore reconnu par la mère, par la grand-mère, et qui a fait son armée, etc., et qui veut habiter ici ? Très bien, il y a quand même se convertir. Mais moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites avec celui qui vient ici, parfois avec des papiers, des faux papiers, ou qui n'est pas du tout juif, qui n'a aucun sentiment, il reçoit tous les droits, bien sûr, et le lendemain, il prend l'avion et il part d'ici. Franchement, je ne pense pas que ça, c'est le rôle d'Israël. Et compte tenu du fait qu'on voit l'alia que nous avons maintenant, surtout d'une région géographique où on voit les chiffres et les proportions qui sont assez alarmantes, inquiétantes, il n'y a rien de grave de vouloir étudier le dossier de très très près. Quand même, l'État juif a été créé pour les Juifs du monde. Faire peut-être pas du cas par cas, mais il faut quand même... Mais il faut inspecter. C'est-à-dire, il est évident quand on voit les chiffres qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, il faut l'inspecter, il faut le voir. Et pas tout de suite, dès le moment. Et c'est incroyable en Israël d'aujourd'hui, que dès que vous voulez voir quelque chose de proche, tout de suite vous êtes soit antidémocratique, facho, raciste. Basta. Il faut juste, on est quand même mettre les pendules à l'heure, c'est tout. Alors on ne peut pas terminer cette interview sans parler du chat.
et votre participation Attention, je griffe. à l'émission Zamar Bemasecha. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Bon, j'ai adoré. J'ai adoré parce que mes enfants d'abord ont été contents et mes enfants c'est quand même la chose la plus importante pour moi. J'en ai 4 et je les adore. Mes enfants, là, vous savez, l'année dernière, il y avait quand même dans le Zamar Bemasecha, donc le chanteur sous le masque, il y avait des doutes que j'étais le cheval. Et il fallait voir comment chez moi à la maison, ils étaient déçus, mes 4 enfants, y compris la grande, que papa était pas un cheval. Même pas le cheval de Bayard, juste un cheval. Et puis par la suite, lorsqu'on m'a contacté, j'étais plus rédacteur en chef, j'étais pas encore député, je pensais même pas aller en politique. J'ai dit, on se lance, pourquoi pas. En plus, c'est du travail, c'est quand même, et c'est pas du tout dégradant. Et d'abord, le costume, bien sûr, prendre les mesures. Ensuite, bien sûr, choisir les chansons, bien sûr, notre voix, danser, chorégraphie. Et puis, je vais vous dire un petit secret, mais ne le dites à personne. J'ai adoré être sur scène. Mais, alors, peut-être une prochaine carrière dans la chanson? Ce qui est curieux, non, je dis pas non à une autre carrière, mais je dis non à l'idée que, regardez comment les choses sont faites dans la vie, et quand même il y a un Dieu dans le ciel. Quand je suis éliminé, j'étais déçu, j'étais dégoûté. Je pensais que le chat devait gagner, le chat était bon. Et j'ai été éliminé. Sauf que le gagnant, ça va très très loin, ça va jusqu'au fin du mois d'août, parce qu'on avait toutes les dates. Et moi j'étais éliminé quelque chose comme juin, ou je ne sais plus déjà. Donc c'était le jour où j'étais éliminé, 2 jours après, je suis contacté par le Premier ministre et je me lance en politique. Donc si le chat était arrivé en finale, le député Bismuth ne serait jamais né. Ouais. Alors c'était chat ou député? Vous avez choisi. En tout cas, merci beaucoup, Boaz Bismuth. Merci à vous, merci.